C'est l'un des épisodes les plus glorieux de la Seconde Guerre mondiale. En août 1944, après 4 ans d'occupation, les Parisiens se révoltent contre les Allemands sans attendre l'arrivée des troupes alliées. Une insurrection saluée par le général de Gaulle lors de son célèbre discours de l'Hôtel de Ville. Paris, libéré. Libéré par lui-même. Libéré par son peuple avec l'appui et le concours de la France tout entière. Une épopée gravée dans nos mémoires, où les Français ont le beau rôle. Mais est-ce si simple? Le peuple de Paris s'est-il vraiment révolté? Et cette libération a-t-elle été aussi exemplaire qu'on le voudrait? Avec de nouvelles images, celles des particuliers, avec les derniers témoins directs, nous voulons vous raconter une histoire plus complexe. On ne savait pas si c'était des gens qui avaient vraiment résisté, fait le coup de feu, ou qui venaient de se mettre un brassard autour du bras. On ne savait pas qui tirait. Des Allemands, des communistes. Qu'est-ce qu'il y avait comme gens qui avaient besoin de se venger, hein? Il y en a beaucoup, hein? Le temps que j'ai eu, c'est d'avoir fréquenté un Allemand, mais je ne regrette pas, de toute façon. Si on avait pu les découper en morceaux, les Allemands l'auraient fait. Je savais ce qui nous attendait. On allait être placé devant un mur et exécuté. « 70 ans plus tard, retour sur l'un des événements clés de notre histoire. La seule véritable insurrection populaire de l'année 44. Une révolte qui était loin d'être gagnée d'avance et qui continue, aujourd'hui, de nous interroger. « 26 avril 1944. Nous sommes 4 mois avant la libération de Paris. 1 mois avant le débarquement. À l'Hôtel de Ville, le maréchal Pétain est acclamé par la foule. Les Allemands, qui occupent toujours la France, l'ont autorisé à quitter Vichy pour quelques jours. Question. Qui acclame-t-il ces dizaines de milliers d'habitants qui chantent la Marseillaise, interdite par les Allemands depuis 4 ans? L'homme qui à Vichy a collaboré avec l'occupant? Ou bien le militaire qui, un quart de siècle plus tôt, à Verdun, les a conduits à la victoire? Les jours précédant la visite de Pétain, les Alliés qui préparent le débarquement ont bombardé les infrastructures allemandes. Des casernes, des voies ferrées, des usines. Et 1000 habitants de régions parisiennes ont péri sous les bombes. Une nouvelle épreuve pour des Français plus désemparés, plus déboussolés que jamais, et dont profite le vieux maréchal. Jacqueline Lajoie, 18 ans à l'époque. Les Américains ont bombardé la maison de ses grands-parents en Seine-et-Marne. Ils ont pris tout le village en enfilade, forteresse volante, qui a détruit tout le village, absolument. Il n'est pas resté une maison debout. Vous savez, on a été pris au piège, hein, on ne savait pas. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils arrivent? Pourquoi ils font ça? On a su qu'après que c'était pour détruire l'armée allemande. Des Français piégés, pris dans leurs contradictions et qui tentent de survivre à cette nouvelle épreuve. À Saint-Ouen, la famille Péchou filme les bombardements alliés.
Voilà le petit Jean-Claude au milieu des ruines. Inquiétant. Il y avait un abri qui était juste à côté de notre habitation, donc c'était dans un sous-sol d'immeuble. On était là cloîtrés, enfermés dans des voûtes, une cave voûtée où on était serrés à 30 ou 40 personnes avec juste une bougie, etc. Donc ça engendrait de la peur pure et simple. Hein. C'était une menace en fait. Ça ne donnait pas l'impression que ça aidait à la libération à venir. Cela peut surprendre, mais au printemps 1944, le danger semble parfois venir davantage des Alliés que des Allemands. À en croire ces films amateurs tournés par les soldats, les occupants seraient presque inoffensifs. À Paris, ils sont environ 25 000, souvent âgés ou très jeunes. À part quelques unités SS, la plupart travaillent dans l'administration. Ce petit film a été tourné par un Allemand, Wolfgang Lemke. Ce jour-là, il parcourt la capitale avec des amis. Comment imaginer que ces rues tranquilles puissent être bientôt le théâtre de combats acharnés? Leur excursion se poursuit en avion pour un survol de la capitale, comme si la ville leur appartenait. À Paris, à la différence de la province, les Allemands ne se comportent pas en occupants, mais comme s'ils étaient chez eux. Ils ont réquisitionné des centaines de bâtiments dans les beaux quartiers. Et partout ils se sentent en sécurité. Comme ici, place de l'Opéra, où se trouve la commandanture. Pas de protection, aucun barbelé, aucune chicane. Une simple barrière devant l'hôtel Meurice où s'est établi le commandant de Paris. Tout en souhaitant se débarrasser des Allemands, beaucoup de Parisiens semblent s'être accommodés de l'occupation. Écoutez ce qu'en dit un lycéen de 14 ans à l'époque. Le futur acteur Claude Rich. Au même moment, son frère se bat en Italie contre les Allemands. Les Allemands que je voyais, c'était des sentinelles. Je n'avais pas de haine. C'est surtout après la guerre qu'on a appris les camps de concentration et tout ça. Avant, moi, ce qui me marquait, c'est que les Allemands avaient une odeur. Et l'odeur qu'ils avaient, c'était le tabac d'Orient. Quand on passait devant une voiture allemande, on sentait une odeur orientale un peu. C'était le voyage, c'était pas des Français, quoi. Voici l'un d'entre eux, le caporal Hans Albrecht. Originaire de Stuttgart, il vit à l'époque une liaison avec une jeune Française. Fernande Lamaze, ma chérie à Paris. Elle travaillait dans notre caserne. En allemand, on l'appelait Fernande. Mais moi, je savais que c'était Fernande. Près de l'Arc de Triomphe, il y avait un petit cinéma. J'y allais souvent avec elle. On allait s'abriter dans un joli endroit pour les amoureux. Une espèce de rotonde dans un square. Elle était une de celles qui pensaient que nous, les Allemands, étions les meilleurs. Malgré la désapprobation générale, des Parisiennes s'affichent avec l'ennemi. Par intérêt ou par amour.
comme cette ouvreuse du Lido qui rencontre un officier sur les boulevards. Je suis passée devant le café Le Capucine et il était assis là. Et puis d'un seul coup, je l'ai vu derrière moi. Et il m'a dit « Vous vous promenez, mademoiselle ?» J'ai dit « Oui ». Et il m'a parlé de la guerre. Après, je vais lui poser des questions sur les Allemands. Voilà. Et il m'a intéressée. Et puis on s'est revus. Puis après, je l'ai aimé. Il écrivait des poèmes sur les arbres, sur la nature. Puis c'était des beaux garçons. Hein. Oh, ils étaient beaux, ils étaient grands, blonds, yeux bleus. Paris était dans mon cœur. Du cinéma au cabaret, en passant par le Lido, tous ces établissements fonctionnaient comme en temps de paix. Pour nous, la question était de savoir ce qu'on pouvait y manger ou y boire. L'alcool, les femmes, la fête. Dans la clandestinité, pourtant, des habitants, impitoyablement réprimés, préparent la révolte. Contre les occupants et contre leur idéologie, la pire que le monde ait connue. On les appelle FFI, Forces françaises de l'intérieur. Ils appartiennent à toutes les tendances politiques, de droite comme de gauche. Combien sont-ils à Paris? On ne le saura jamais vraiment. Des dizaines de milliers. Mais ils ont très peu d'armes. Parmi eux, une militante communiste de 25 ans, Cécile Roll-Tanguy. On la voit ici avec son bébé et le landau dans lequel elle cache une mitraillette. Avec son mari, Henri Roll-Tanguy, le chef de tous les FFI de la région parisienne, elle s'est engagée à chasser l'occupant. C'était le fascisme. On savait bien qu'il y avait des braves gens, sans doute. Mais ce qui m'a beaucoup marqué sont les fusillés. Mon père était déporté, on ne savait pas où il était. Non, tout était insupportable. On est un grand peuple quand même. On a fait une révolution. On sait quand même qu'on peut participer à des insurrections et tout ça. Il faut réveiller le sentiment national, se révolter contre cette occupation indigne d'un peuple. Pour préparer l'insurrection, les résistants cherchent à entraîner la population en multipliant les actions symboliques. Comme ici, en 1942, à l'Étoile, quand ils perturbent une cérémonie allemande. Mais les résistants sont peu suivis des Parisiens. Nous, on les appelait les terroristes. Eh bien, parce qu'ils tuaient. C'était un terroriste. Même s'il tuait un chieux. Il s'amenait avec un couteau pour ne pas faire de bruit. Puis, à une relève ou quelque chose, paf, un couteau dans le dos, le gars, il tombait. Bon. Alors nous, on se disait, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis après, on avait donc la radio qu'on écoutait malgré tout. Alors on a dit non, ils nous ont dit non, c'est pas des terroristes. C'est des résistants. On avait pris un certain côté passif. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? On ne savait pas de quel côté viendrait la délivrance. Elle viendrait un jour, c'était certain, mais quand, où et par qui, on ne sait pas. « 6 juin 1944. L'événement qui change tout. 150 000 soldats alliés débarquent en Normandie pour libérer l'Europe du nazisme.
Alliés vient de publier le communiqué suivant. Sous le commandement du général Eisenhower, les forces navales alliées ont commencé ce matin un débarquement d'artillerie sur les côtes nord de la France. Oh, si, je me rappelle. Oh ben je comprends. Oh ben je comprends. Alors là, c'est la traînée de poudre. La traînée de poudre. J'étais dans mon lit et j'entends tout d'un coup un hurlement dans la maison. Je ne sais pas qui les a poussés, sans doute ma mère qui a entendu les nouvelles. Moi, j'étais très heureuse. Enfin, il va se passer quelque chose. On a commencé par faire des drapeaux. On se disait, ça y est, on est libérés, ils vont foutre les boches à la porte. C'était les boches ou les chleux, on les traitait comme ça. Ça y est, on va être libre, mais on savait bien que ça ne serait pas tout de suite. Ça m'a impressionné terriblement. À partir de là, on ne pensait plus qu'à ça. J'ai pleuré. J'ai pleuré parce que j'ai dit, ça y est, ils vont partir. Et on va leur faire du mal. Dans les jours qui suivent, la propagande nazie tente de montrer que les Français prennent le parti de l'occupant contre les Alliés. Regardez ces images tournées à la gare du Nord à la demande des Allemands. En représailles des bombardements, un petit groupe de Parisiens, des collaborateurs, maltraite des soldats alliés faits prisonniers en Normandie. Il y a aussi cette cérémonie surprenante, aux Invalides. 3 semaines après le débarquement, 1000 nouvelles recrues de la milice française prêtent serment sous le salut nazi. Anticommunistes, antisémites, ce sont eux qui depuis des mois pourchassent les résistants et les juifs aux côtés des Allemands. Autre image, le même jour, à l'hôtel de ville. Des milliers de Parisiens viennent honorer la dépouille du milicien et collaborateur Philippe Henriot. On nous dit que nous ne sommes pas des patriotes parce que nous acceptons la politique de collaboration avec l'Allemagne. Depuis des mois, Philippe Henriot a enflammé le public par ses discours à la radio. Il vient d'être exécuté par la résistance. Ces images du mois de juillet sont troublantes, mais elles sont trompeuses. Car depuis le débarquement, sans qu'il n'en paraisse rien, un nouveau rapport de force s'est installé dans la capitale. Les Allemands étaient bien moins arrogants. C'était plus la même chose. Il y avait une évolution, bonne pour nous, moins bonne pour eux. On avait l'impression que les Allemands se rétractaient un peu comme l'huître sous le citron. Ils se rétractaient chez eux, dans les commandantures, dans les casernes. On les voyait moins. Par contre, les Parisiens envahissaient volontiers un peu la rue. C'était eux qui prenaient le pavé, disons. Un signe, minuscule, mais révélateur. Alors que les prises de vue sont toujours punissables de mort, des journalistes filment les Allemands en caméra cachée. Ils s'approchent à quelques mètres des soldats, malgré le bruit de leurs caméras. Comme si déjà les Allemands ne faisaient plus peur. C'est le moment où la résistance décide de frapper un grand coup. Voici Robert Chambéron, un ancien adjoint de Jean Moulin. Sous une fausse identité, c'est l'un des membres du Conseil national de la résistance. On est maintenant persuadé que les Allemands ne sont pas invincibles et qu'il n'y a pas de raison de ne pas se battre. Et que si on se bat, on peut gagner. Nous avons décidé au Conseil national de la résistance de marquer le 14 juillet 1944 par une grande manifestation. Et on va lancer un mot d'ordre aux femmes et aux jeunes filles
de Paris, de descendre dans la rue avec des robes rouges, des ceintures bleues, des corsages blancs, de façon de voir défiler du bleu blanc rouge sous le nez des Allemands toute la journée. C'est un grand 14 juillet. De ce 14 juillet historique, il ne reste que ces quelques images tournées discrètement qui montrent des emblèmes tricolores vendus au nez et à la barbe de la police française et des Allemands, lesquels ne réagissent plus. Ce jour-là, 100 000 manifestants, surtout des militants de gauche, défilent en région parisienne, comme en témoigne cette unique photo prise à Vitry-sur-Seine. Un rapport du Parti communiste mentionne les drapeaux, les banderoles, les tracts distribués dans les cortèges. On chante la Marseillaise au mépris de l'occupant, comme une répétition générale avant la révolte. À Paris, les habitants commencent à accepter le prix à payer de leur libération. À la fin de la guerre, quand on voyait les forteresses volantes venir, qui étaient toujours très hautes, très nombreuses, et quand il y avait du soleil, on avait l'impression d'un essaim d'abeilles, puis ça faisait ouh, ça. Eh bien, les gens sortaient, ils n'allaient pas aux abris, ils voulaient les regarder, et les gens criaient « bombardez, tuez-les ». Nous avions appris la haine et accepté la guerre. Retranchés dans leurs casernes, les soldats allemands commencent à prendre peur. Regardez ces photos apparemment anodines, prises à la caserne Clignancourt. On y voit du personnel administratif de l'armée, âgé pour la plupart, recevoir en urgence une formation militaire. Derrière les sourires de façade, y croit-il encore? Ça a été une période terrible, cette incertitude. On devinait la tournure que ça allait prendre. On savait qu'on n'avait aucune chance de vaincre les puissances américaines et britanniques. De ma chambre de l'Hôtel de France, je regardais par la fenêtre. Je voyais passer les avions anglais et américains qui volaient très bas, et je me disais, qu'est-ce que ça va donner s'ils peuvent voler comme ça impunément? Mais pour nous, il n'y avait pas le choix. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Déserter? Un jour, une femme qui faisait le ménage et qui parlait quelques mots d'allemand m'a dit « Vous ne voulez pas venir avec moi? Venez avec moi. » J'aurais pu la suivre. Et probablement qu'elle m'aurait caché dans son appartement, mais moi, ma conscience, mon devoir de soldat, cela aurait été une désertion. Cela m'aurait brisé le cœur d'abandonner les autres et de disparaître en douce. Ils avaient peur. Ça, pour avoir peur, ils avaient peur. Je ne sais pas. Qu'on leur fasse du mal, que les Américains se comportent pas très bien. Ils avaient peut-être peur que les Américains se comportent comme eux se sont comportés. On ne sait jamais. Nous avions une seule chose en tête. Sortir sain et sauf de ce bourbier. Nous nous étions fait à l'idée de battre en retraite. Cette guerre était de toute façon perdue. Ce qu'aucun soldat allemand ne réalise encore, c'est que la plupart des chefs de la Wehrmacht, l'armée régulière, est en proie au même doute. Et qu'à l'hôtel Majestic, dont on renforce les défenses, Karl Heinrich von Stülpnagel, le chef de l'administration militaire en France, un anti-nazi, cherche lui aussi à mettre fin à la guerre.
20 juillet 1944. Le jour qui aurait pu changer le cours de l'histoire. En Prusse orientale, un attentat à la bombe détruit le quartier général de Hitler et le bruit court que le Führer est mort. Le général von Stülpnagel fait partie des conjurés. Il convoque le soir même ses adjoints à l'hôtel Majestic, avec le lieutenant-chef. Les membres de l'état-major étaient dans le bureau. On nous a annoncé, messieurs, le Führer est mort. Chef, rendez-vous tout de suite à Saint-Germain-en-Laye. Allez couper les fréquences des SS et des services de renseignement. Ils seront internés à la tombée de la nuit. C'est l'opération que beaucoup espéraient. Au cours de la nuit, sans que personne ne s'en rende compte, les SS de Paris sont arrêtés et l'armée régulière, la Wehrmacht, prend le pouvoir. Jusqu'au moment où tombe la nouvelle en provenance d'Allemagne. Seul ou presque parmi ses collaborateurs, le Führer a miraculeusement survécu et l'attentat est un échec. La réaction de Hitler est implacable. Stülpnagel est pendu dans une prison de Berlin, tandis qu'à Paris est nommé un général qui n'a jamais désobéi aux ordres, Dietrich von Schultitz. Sa mission, préparer la défense de Paris. Le général est mort en 1966. Son fils, Timo von Schultitz, a accepté de nous rencontrer. Là, c'est mon père et moi. On n'a pas vraiment l'air commodes, tous les deux. Et là, vous le voyez avec ses soldats, après la bataille de Rotterdam. C'est à Rotterdam, en 1940, qu'apparaît la première fois publiquement le général, quand la ville est rasée par l'aviation allemande. On le retrouve plus tard en URSS, où il fait détruire les villes de Sébastopol, Kiev, Kharkov et beaucoup d'autres. Il avait la réputation, disons, d'être un brutal destructeur de villes. C'était l'une des stratégies allemandes utilisées en Russie. Ils détruisaient quasiment tout sur leur passage. Chaque maison, chaque grange était brûlée, qu'elle soit en pierre ou en bois. Tout a été détruit lors de la retraite depuis Moscou. C'était le principe de la terre brûlée. Mon père a parlé avec Hitler de la défense de Paris. Il savait parfaitement qu'on lui donnerait l'ordre d'en faire un champ de ruines. Il y disposait de 22 000 soldats sur lesquels il pouvait compter. C'est le cas du sergent Blarer, responsable d'une unité de transmission dans le 15e arrondissement. J'étais un technicien. Et ils se sont dit, cet homme est doué, il va pouvoir s'occuper des explosions. J'ai donc été envoyé dans une compagnie de pionniers où on m'a appris à manier les explosifs, à les déclencher, etc. Je suis revenu dans mon unité et on nous a livré les explosifs. Au même moment, en Normandie, le Stalingrad de l'Ouest, comme l'appelleront les Allemands. Depuis le débarquement, les armées de Hitler opposent aux Alliés une résistance farouche, quasi fanatique, comme le découvre le soldat américain Werner Kliman.
Les Allemands étaient fanatiques et durs, et la mort ne signifiait rien pour eux. Les 3 premiers jours, on a encerclé un groupe de 6 Allemands, et notre commandant de compagnie leur a demandé de se rendre. Ils ont répondu non. Alors on a utilisé notre lance-flamme, et on les a rôtis. C'est le genre de fanatique que nous avions en face de nous. Le 1er août, les Alliés ont reçu le renfort de 15 000 Français de la 2e division blindée, débarqués à leur tour en Normandie. Venus d'Afrique du Nord en passant par l'Angleterre, commandés par le général Leclerc, ces Français ont une obsession. Sauver Paris. Nous avions tous l'espoir de pouvoir, après avoir traversé la Normandie, arriver sur Paris. La capitale de la France, c'est la revanche. Il fallait aller vite, ça, on en était tous conscients. Parce que est-ce que Paris n'allait pas sauter? Qu'est-ce que les Allemands allaient démolir dans Paris? Au début du mois d'août, après 2 mois de combat, les Américains du général Patton réussissent à percer les lignes allemandes à Avranches. Mais l'état-major allié, dont dépend la 2e DB, veut contourner Paris par le nord et le sud, en évitant un affrontement direct. Selon les plans du généralissime Eisenhower, Paris sera libéré au cours du mois de septembre, quand l'avant-garde alliée se dirigeant vers l'Allemagne l'aura dépassé. Le général Eisenhower et le général Bradley ne voulaient pas libérer la ville, car ils ne voulaient pas de combat de rue, de maison en maison. Le combat de rue, se battre d'une maison à l'autre, c'est ce qu'il y a de pire. On nous disait que l'objectif n'était pas de libérer Paris, mais de tuer des Allemands. On rêvait de gagner la guerre, quel que soit le chemin à prendre pour battre les Allemands. À Paris, privés d'informations, les habitants ignorent les menaces qui pèsent sur eux. Nous ne pouvions plus entendre Londres depuis un certain temps. C'était tellement brouillé qu'on n'entendait plus rien. Alors, au fond, on vivait le présent. On vivait chaque jour, un peu comme font les très jeunes enfants. Pour preuve, ce film étonnant, tourné par la famille Péchou, le 15 août, sur les bords de Marne. Ce sont eux qui filmaient les bombardements américains. Cette fois, alors que les Alliés sont encore à des dizaines de kilomètres, les habitants se baignent dans les rivières, comme si la bataille était gagnée d'avance. Quand je vois les images qu'a filmé mon père à l'époque, incontestablement, il n'y avait pas d'inquiétude, mais plutôt un grand défoulement des populations là, qui étaient réjouies vraiment à 100%. Je crois qu'ils avaient vraiment confiance que les choses allaient dans le bon sens de façon quasi irréversible. On était encore en pleine guerre, entre guillemets, mais les esprits avaient vraiment marché à fond pour dire « ça y est, on arrive au bout ». À la mi-août, les Parisiens sont loin d'imaginer que la résistance s'apprête à frapper un grand coup et à jeter toutes ses forces dans la bataille. Pour les résistants, impossible d'attendre plus longtemps les Alliés sans rien faire. À Paris, une nouvelle phase commence, l'insurrection.
Comme un mois plus tôt, lors du 14 juillet, un appel au sabotage et à la grève est lancé en direction des ouvriers. Des milliers de personnes arrêtent le travail. Mais cette fois, pour se battre. Plus de trains, plus d'électricité, ou presque. Plus de policiers dans les rues. Eux aussi font grève. En quelques heures à peine, la vie s'arrête en région parisienne. J'étais quand même ennuyée parce que je n'avais plus de correspondance avec Paris, mais je trouvais ça normal. J'ai compris qu'il allait se passer quelque chose. Il fallait entraîner le peuple français dans la bataille. On ne pouvait pas laisser le peuple français en dehors de sa propre libération. Une atmosphère de veillée d'armes. Dans les cours des immeubles, les Allemands brûlent leurs archives. Ils évacuent le mobilier, souvent volé, vers l'Allemagne. Ils font partir ceux qui ne seront pas utiles dans les combats, la Gestapo, certains collaborateurs. Ils ne pouvaient pas m'emmener. Hein. Ils ne pouvaient pas m'emmener. Simplement une fois, avant, Robert il avait dit, avant que se passe tout ça, il dit je reviendrai te chercher. Mais eh bien, il m'en allait où? Ah. « 18 août 1944. La tension est à son comble. D'immenses convois blindés allemands, faisant retraite depuis la Normandie, traversent la capitale d'ouest en est. J'étais outrée de penser qu'ils pouvaient partir sans qu'on les fiche à la porte. C'est vraiment cette phrase qui m'est sortie. On ne va pas les laisser partir comme ça. Et donc mon mari, qui savait, lui, les choses que je ne savais pas, il m'a calmée. Mais ne t'énerve pas, attends, tu verras bien demain. Ce jour-là, Henri Rol-Tanguy sort d'une réunion avec les chefs de la résistance dans un café du 7e arrondissement. Les différents mouvements viennent de se mettre d'accord sur le déclenchement des hostilités. Rentré chez lui, à Montrouge, au cœur de la nuit et dans la crainte d'être dénoncé, le chef des FFI lance l'insurrection populaire immédiate. Mon mari m'a dit « tu vas taper ». Mais il était 3 heures du matin. Je lui ai dit « dans un immeuble comme ça, je ne peux pas me mettre à taper, ça fait du bruit ». Et donc, j'ai traîné tant que j'ai pu pour l'amener jusqu'à 6 heures du matin. Puis à 6 heures du matin, j'ai tapé. Il est parti avec le papier, l'ordre du 19 août, dans lequel on dit que l'insurrection va suivre. Le texte de Rol-Tanguy est imprimé et placardé dans toute la ville. À chacun son boche, selon le mot de l'époque. Après 4 ans d'occupation, d'humiliation, de persécution, les Parisiens sont appelés à rejoindre les FFI et à passer à l'attaque. Brassard au bras, à l'aide de cocktails Molotov et de vieux fusils, les résistants sortent de la clandestinité, harcèlent l'ennemi et tentent de s'emparer de leurs armes. Comme cette jeune fille, Anne-Marie Dalmazo, qui arrache son fusil à un Allemand blessé, avant de le mettre à l'abri. Tout juste 22 ans. Ou encore Georges Duxon, cet ancien combattant de 1940, évadé d'un camp de prisonniers, qui vient de faire exploser un char allemand avec une grenade. Ah, c'était des héros pour moi. Ça faisait quand même 4 ans et demi qu'on vivait une vie d'animaux, occupés par l'allemand.
Et puis il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de fierté, il n'y avait plus d'honneur, il n'y avait plus de rien. Et puis tout d'un coup, c'était le rêve qu'on avait fait tous les jours à écouter la radio Londres. On voit ces gens qui leur tiraient dessus devant tout le monde. Le cœur de la bataille se trouve ici, à la préfecture de police, dans l'île de la Cité. 2000 policiers qui faisaient grève depuis le 15 août ont investi le bâtiment contrôlé par les autorités de Vichy. Un étudiant en école d'ingénieur qui veut se battre les rejoint. Il y avait un bazar énorme dans la cour de la préfecture et tout. Il y avait des camions, il y avait des voitures, il y avait des voitures détruites, il y avait tout. Puis il y avait un monde fou. Et les Allemands passaient en camion et eux, ils tiraient à chaque fois. Et j'avais un petit revolver. Et là, j'avoue que moi, je me suis mis à la tête avec mon petit truc, j'ai tiré. À bord de ce camion en feu se trouve l'Allemand Blache. J'ai hurlé, tout le monde dehors. Parmi ceux qui avaient sauté du camion, 5 étaient blessés, à terre. Je me souviens encore de l'un d'entre eux qui me suppliait « Bernhard, Bernhard, aide-moi !» Il avait reçu une balle dans le ventre. Je me rappellerai toujours parce que c'est quand même, tout compte fait, un triste spectacle. Son copain, qui était tremblant de peur, qui pleurait parce qu'il voyait ça, et qui montrait la photo de sa famille. À quelques centaines de mètres, les habitants du quartier observent la scène. Chaque fois que l'un d'entre nous était touché, la foule hurlait de joie. J'ai dit, on va les attaquer. J'avais une carabine, un pistolet et 2 grenades. Et j'ai crié, en avant, carabine en l'air. On traverse le pont en hurlant et on verra ce qui se passe. Et là, tous ceux qui se trouvaient sur la place du Châtelet se sont enfuis. Lors des premières heures, peu d'habitants rejoignent les FFI. La plupart observent les combats, en faisant mine parfois de participer, comme le constate Georges Marcellet, résistant gaulliste. Pendant l'insurrection, la population parisienne, bon, il y en avait une grande partie qui était restée chez eux. Ils n'étaient pas dans les rues au milieu des tirs. Ils descendaient pour avoir l'air de participer, je ne sais pas à quoi, ils étaient là, ils regardaient. Alors, dès qu'une voiture allemande ou un sidecar ou autre arrivait, ils refluaient à toute vitesse dans les escaliers chez eux. Là, on les appelait les épouvantails à moelleux. Dès le lendemain, un groupe gaulliste investit l'un des symboles de Paris, lui aussi contrôlé par Vichy, l'Hôtel de Ville. On était très motivés, quoi. On nous avait dit qu'il fallait, on allait prendre l'Hôtel de Ville, on partait pour prendre l'Hôtel de Ville de Paris et s'y installer, donc on n'avait pas hésité une seconde. On a pénétré rapidement, sans coup fait rire. Tous les employés des guerres Pisset, tout le monde était tout est parti. Ils sont partis en courant de l'Hôtel de Ville. Ah, on reprenait possession de la mairie de Paris, dans le fond. L'Hôtel de Ville, c'est la mairie de Paris. On rentrait chez nous. Une situation inimaginable quelques jours plus tôt. Alors que les Allemands sont encore partout dans Paris et qu'ils disposent de plusieurs dizaines de chars, un homme de Gaulle, Marcel Flouré, récemment parachuté d'Alger, prend ses fonctions de préfet au nom du gouvernement provisoire de la République française. En quelques minutes, un nouveau pouvoir dirigé par les gaullistes se constitue en plein Paris, contre les Allemands, mais aussi pour occuper le terrain face aux communistes, dans la perspective de l'après-guerre. Parmi eux, des hommes politiques,
mais aussi des étudiants, des intellectuels, tous volontaires et sans expérience politique. Voici dans le bureau du préfet Charles Pégulu de Rovin, qui a troqué son pistolet contre une mitraillette, alors que déjà, les premiers chars se font entendre. Et il y a une colonne allemande qui arrive, de chars, qui remontait les quais. Il y avait un motard devant, allemand, puis il y avait, je me rappelle toujours, il y avait un officier dans la tourelle du char, tout à fait à l'air libre. Et puis, les ordres sont donnés, surtout, personne ne tire. Parfait. Et il y a un, je vais être poli, je ne vais pas dire, il y a un C, plusieurs petits points, qui prend son fusil et pom, le motard en l'air. Et à ce moment-là, l'officier rentre dans son canon, ferme la tourelle, et le canon dirigé sur l'hôtel de ville. Et comme je suis catholique et croyant, j'ai fait mon signe de croix, j'ai dit c'est fini. La guerre est terminée pour toi, parce qu'il va nous foutre en l'air l'hôtel de ville. Il a tiré un coup de canon, c'était fini. A-t-il reçu des ordres, ou était-il pressé de partir, parce qu'il y avait toute la colonne derrière? Ils ont continué. Les Allemands viennent de découvrir, presque par hasard, que l'hôtel de ville, après la préfecture de police, est aux mains de la résistance. On n'avait qu'une peur, c'est qu'ils pénètrent dans l'hôtel de ville, parce que les chars auraient pu enfoncer la porte et pénétrer dans l'hôtel de ville. Et là, ça aurait été une catastrophe. Quelques heures plus tard, les chars sont de retour. Ils attaquent le bâtiment. Mais une nouvelle fois, ils quittent les lieux sans raison apparente. Au deuxième jour de l'insurrection, la question se pose. Que veut le général von Schultitz? Pourquoi ne fait-il pas donner l'assaut aux bâtiments conquis par la résistance, alors qu'au même moment, Varsovie, la capitale de la Pologne, qui elle aussi s'est soulevée, est en train d'être détruite par l'armée allemande? Mon père savait qu'il devait commencer la destruction de Paris. Pour Notre-Dame, il fallait 1,5 kg de TNT. 1,5 kg. Pour le Panthéon, peut-être 3 kg. Et le TNT, mon père en avait en abondance. Il disposait à Paris de plus de 300 torpilles provenant de stocks de l'armée allemande. Une torpille contenait jusqu'à 1000 kg de TNT. Donc il y en avait suffisamment pour faire sauter tous les monuments de Paris d'un seul coup. Mais le général veut-il se battre? 3 jours plus tôt, à la demande d'un diplomate suédois, Raoul Nordling, il a fait relâcher plusieurs milliers de prisonniers politiques. Loin de détruire Paris, il semble vouloir négocier. Regardez ces photos. À la porte d'Orléans, des Allemands parlementent avec les FFI. Le 20 août, à la surprise générale, il signe une trêve avec plusieurs insurgés gaullistes, officiellement pour évacuer les blessés. Alors que l'insurrection ne fait que commencer, des voitures à haut-parleurs appellent à cesser les combats. En raison des promesses faites par le commandement allemand de ne pas attaquer les édifices publics occupés par les troupes françaises, le gouvernement de la République française vous demande de suspendre l'assaut contre l'occupant jusqu'à l'évacuation de Paris.
L'explication viendra plus tard. Les Allemands souhaitent avant tout garder libres des axes de circulation dans Paris pour évacuer leurs troupes. Car quelques jours plus tôt, les Alliés ont débarqué en Provence. Et l'armée de Hitler, prise en tenaille, recule désormais à marche forcée vers l'Allemagne pour reconstituer une ligne de défense. Pour les insurgés de l'Hôtel de Ville, la trêve est déjà une victoire. Elle permet d'attendre l'arrivée des Alliés, tout en éloignant la destruction de Paris. Dans le bureau du préfet, une drôle d'ambiance s'installe. De leurs propres aveux, ces jeunes résistants vivent l'un des plus beaux moments de leur existence. Comme Roger Grenier. Il fallait voir le bureau du préfet avec des filles très jolies qui étaient à plat ventre, qui téléphonaient. Un copain qui était au fond de la pièce qui, sur un poste radio, essayait d'attraper du jazz. Il y avait un certain enthousiasme. Et les filles, je me souviens, s'entraînaient dans le bureau les jours où il n'y avait rien, s'entraînaient avec un malfou pour fabriquer des cocktails Molotov. Des fois, il y avait des rivalités amoureuses, il y avait deux gars qui étaient amoureux de la même fille. Bon, enfin, ça arrive, ça. Celles qui nous plaisaient, on chahutait peut-être un peu avec eux, mais on ne pensait pas à la bagatelle tellement. Hein. On était quand même... le problème de la défense de l'Hôtel de Ville nous importait en premier lieu. C'était évidemment complètement grisant, en plus on se croit invulnérable. Alors il y avait un copain très gentil, très modeste, on lui a dit « Allez, mets-toi là », puis on l'a assis à la place du préfet. On avait l'impression d'être le nouveau pouvoir, un petit peu quand même. Un nouveau pouvoir qui n'est pas du goût de tous. Car si les gaullistes sont présents dans le centre de Paris, les communistes ont pris le contrôle de plusieurs quartiers, notamment en banlieue. Et certains prennent peur. À cette époque, les FFI, je crois que je les aimais pas du tout. J'étais pas la seule. On avait un peu peur quand même. Enfin, dans certains milieux, on avait un peu peur. On se souvenait de 36, où on chantait l'Internationale sous nos fenêtres quand même, sous nos fenêtres. Hein. C'était des communistes qui croyaient que vraiment, ce qu'on n'avait pas fait en 36, on allait le faire maintenant. Il y avait énormément de tension, énormément de tension. D'atmosphère lourde, lourde, lourde. Au sein de la résistance aussi, la tension monte. Le 21 août, 3e jour de l'insurrection, les communistes et les gaullistes, jusqu'ici unis, semblent proches de la rupture. Pour les communistes, la trêve est un piège des Allemands pour faire échouer l'insurrection. C'est alors que le chef des FFI, Roll Tanguy, prend une initiative qui change le cours de la révolte. Voici son PC, situé sous la place d'Enfer Rochereau, à 26 mètres sous terre. C'est d'ici qu'il dicte à sa femme Cécile un nouvel appel à la population parisienne. Du principe que le succès est fonction du nombre, qu'un recrutement massif doit être entrepris immédiatement. La mission des FFI de la région Île-de-France est ouvrir la route de Paris aux armées alliées victorieuses et les y accueillir. Le colonel-chef régional, Roll. Tous aux barricades. Au 4e jour de l'insurrection, Roll Tanguy appelle les habitants à renouer avec leur passé révolutionnaire.
Cette fois, son appel est entendu. Hommes, femmes et même enfants, tous ou presque s'y mettent. 600 barricades sont érigées dans Paris. Un résistant communiste, Edgar Morin, se trouve sur l'une d'entre elles, à Montmartre. Ça faisait partie de notre inconscient historique collectif. On a lu ça dans nos livres d'histoire. On sait qu'il y a 48, 1830, tout ça. On a lu Victor Hugo, on a vu Les Misérables. Bon, ça semblait naturel de continuer tout ça. Il est évident qu'on a été porté par l'enthousiasme. Une joie populaire, une joie énorme. On a dépavé les rues, on a bousillé des arbres. Pour faire on a sorti des vieux matelas, des vieux trucs et des vieux machins. On était très fiers comme ça devant, mais on avait les poètes, hein. On risquait de prendre un pruneau, hein, ça y avait pas de doute. Hein. On voulait faire quelque chose, il fallait participer à la libération. On ne peut pas rester sans rien faire, les bras ballants. Agir, enfin, participer. C'est faire son devoir, c'était normal. C'est normal de participer à un mouvement qui va essayer de mettre dehors les Allemands. On avait un peu l'impression d'avoir perdu notre temps. Sans le dire, on l'attendait depuis longtemps. Au soir du 22 août, l'insurrection est relancée. On ne l'arrêtera plus. Pas même le général von Choltitz, qui expliquera plus tard avoir reçu ce jour-là l'ordre formel de Hitler de réduire la capitale en un monceau de ruines, quitte à périr lui-même sous les décombres. Grâce aux barricades, cet ordre est désormais irréalisable. Que voulez-vous que je vous dise? Pour nous, c'était un obstacle, on ne pouvait plus sortir. En fait, on était encerclés. Je me suis dit, la fin approche. C'est inévitable. Une révolte qui gronde dans une ville ne peut pas être étouffée par une armée. Étouffée, peut-être pas. Mais elle peut tourner au bain de sang. En Normandie, 2 jours plus tôt, le général de Gaulle a rencontré le chef des armées alliées, Eisenhower, en lui faisant part de ses craintes. Que les Allemands provoquent un carnage dans Paris et que les communistes prennent le pouvoir. Il a même menacé, à mots couverts, de désobéir à l'état-major allié en lançant lui-même la 2e DB vers la capitale. Lequel de ces arguments l'emporte, on ne le saura jamais vraiment. Mais le 22 août, le général Eisenhower donne l'ordre à la 2e DB et la 4e division d'infanterie américaine de foncer sur Paris. J'étais soulagé de savoir qu'on marchait sur Paris. Paris est le symbole de la France. Les Français nous avaient envoyé Lafayette pour nous aider pendant notre révolution américaine. J'avais beaucoup lu sur Paris. Notre-Dame de Paris, les 3 mousquetaires. Oui, on avait ça en tête. Mais on pensait aussi qu'on allait trouver des jolies filles. Nous avions une confiance formidable dans le général Leclerc. On se disait, le patron, il s'arrangera bien pour que ce soit nous qui rentrions les premiers quand même. Être les premiers à être à Paris? Naturellement, mon général.
Le 24 août, après 2 jours de progression rapide, la 2e DB est à 15 km au sud de Paris. Près du but, mais bloquée par une barrière défensive allemande. C'est alors que le général Leclerc prend en urgence la décision de lancer une avant-garde vers la capitale, sans attendre le gros des troupes, avec pour mission d'y arriver le soir même. Car à Paris, la situation dérape. À la suite de combats entre les Allemands et les FFI, le Grand Palais est en feu. Des explosions retentissent. Les Allemands font sauter plusieurs bâtiments militaires, comme le central téléphonique où se trouve Bernhard Blache. Imaginez faire sauter 4 étages, ce que ça représente comme travail. Il faut tirer des câbles électriques partout et y fixer les explosifs, des explosifs d'1 kilo, relativement petits, et il faut les relier entre eux. Le lieutenant von Berlitz était dans la voiture. Je lui ai confié le détonateur. Il a actionné le levier. C'était le 24 août. Et ça a fait une énorme détonation. Alors que la nuit tombe, c'est maintenant le ciel qui s'embrase à l'est de Paris. Les SS incendient le château de Vincennes. J'ai entendu mes parents s'exclamer « c'est le château de Vincennes qui brûle » et qui m'ont pris dans les bras et qui m'ont montré cet incendie gigantesque. Et pour moi, c'était impressionnant, alors que nous étions peut-être à 1 kilomètre, de voir ces flammes surgir la nuit et le reste étant noir, comme s'il s'agissait presque même d'un décor, tellement c'était surréaliste, quoi. Au même moment, les cloches se mettent à sonner dans toute la ville. Sur un balcon des Champs-Élysées, un couple enregistre sa propre conversation. Écoutez, ce sont des cloches. Des cloches? Ah mais oui, alors si les cloches sonnent, c'est que les Alliés sont entrés dans Paris. Il est exactement 22h25. Ah mais oui, on applaudit sur les Champs-Élysées. On applaudit, ce sont donc les cloches de la Libération. Attention, ça tire. Il y a encore des Allemands ici. Ce sont les cloches de la Libération qui sonnent. Les Alliés ont franchi les portes de Paris. Il est exactement 22h25. Quand toutes ces cloches sont toutes à la fois, se sont mises à crier, à carillonner, mais vraiment elles étaient fortes. Hein. On sentait que les curés avaient mis toute leur force pour faire carillonner leurs cloches. Et c'était une joie extraordinaire, ça. Puis c'était une joie de communion, vraiment, mais sans le sens théologique, enfin idéologique du terme. C'était une communion de tout le monde était content, tout le monde. On était tous ensemble. À l'hôtel de ville, l'avant-garde de la 2e DB vient d'arriver sur le parvis. J'étais dans le cabinet du préfet. On entend des cris, des hurlements et tout, puis du bruit sur la place. Alors je me précipite à la fenêtre donc du cabinet du préfet, et je vois un char en bas, un char qui n'était pas une Panzer Division pour changer, qui était un Français. Je dis ça y est, ils arrivent. 3 chars, des automitrailleuses, quelques dizaines d'hommes. À la demande du général Leclerc, toujours coincé en banlieue sud, ils ont réussi à contourner les barrages allemands et à se faufiler par la porte d'Italie jusqu'au cœur de la capitale. Une émotion comme rarement les Français en ont connue. Il faut attendre l'aube pour découvrir leur visage. Celui du capitaine Drone,
qui a rejoint De Gaulle dès 1940. Il dirige la Nueve, la 9e compagnie du régiment de marche du Tchad, composée pour la plupart de réfugiés républicains de la guerre d'Espagne. On voit des chars français, avec des types dont la tête sortent, qui eux-mêmes sont émus jusqu'aux larmes. Et puis à ce moment-là, on ne pense pas que la plupart sont des Espagnols, eux-mêmes émus. On est ému par ce sentiment inouï qu'on est libéré, par le fait que cette place centrale de Paris elle-même est libre. Enfin, 4 années pesantes, comme ça, qui s'évanouissent d'un seul coup. Pourtant, la journée ne fait que commencer. Au même moment, en banlieue sud, l'arrivée des Alliés. On nous a dit de nous arrêter parce que le général Leclerc voulait avoir l'honneur de libérer Paris. Mais notre chef de bataillon leur a dit « c'est des conneries tout ça. On avance, on n'a aucune résistance devant nous. » Et donc on est entré en dépit des ordres. Pourquoi attendre? C'était logique. Ça a été la plus grande aventure de ma vie. Le jour le plus excitant de ma vie. C'est 25 août. Indescriptible. J'avais l'impression de découvrir que le paradis existe. Et que j'y étais. J'avais le torse et la tête hors de la tourelle. Et tout d'un coup, sans que je m'en doute, paf, tout a éclaté, Des tireurs allemands qui n'ont pas touché ma tête, merci mon Dieu, qui ont tiré. Et je me suis dit, ne ferme pas ton char et ne te referme pas dedans, reste dehors la tête ouverte. Parce que je veux voir Paris en liesse, délirant, il n'y a pas d'autre. Vous ne vous rendez pas compte, des milliers de personnes en criant « Vive Leclerc, vive De Gaulle !» Vive la France, sortant les drapeaux, etc. Imaginez-vous les foules dans les rues comme pour la victoire de la France au moment de la Coupe du Monde. On était totalement submergés. Chaque simple soldat était fêté comme s'il était Eisenhower. C'était jubilatoire. Beaucoup d'entre nous ont pensé que ce qu'on avait traversé avant valait le coup, quand on voyait la joie des Français. Et notamment des Françaises. Les filles ont rendu les hommes complètement fous, avec leurs longues jambes bronzées. Les filles étaient belles, radieuses, appétissantes. C'était le bonheur. Fallait qu'on les touche, fallait... Oh, ils étaient bien plus beaux que les Allemands, bien sûr. Mais alors autant les autres étaient... Je sais pas comment ils faisaient l'amour, mais s'ils le faisaient comme ça devait pas être rigolo. Mais alors, eux, ils étaient décontractés. Alors, le casque, la machine était pas la jugulaire tombait, ils nous foutaient les casques sur la tête. Oh là, c'était... Ils n'avaient pas la même allure que les Allemands. Hein. J'ai dit, c'est un Américain, alors là. Je me suis jetée dans ses bras. Que c'est bon d'embrasser sa liberté. Je ne veux pas être méchant, mais il y avait aussi un côté un petit peu mendicité. Oh, cigarettes, vous avez des cigarettes, vous avez du chocolat. Ils nous envoyaient des chewing-gums, des cigarettes. C'est là que j'ai commencé à fumer, d'ailleurs, comme tout le monde. Des cigarettes, des chewing-gums, des bas nylons. Des bas nylons. Alors on montait après les tanks, on les embrassait, on les remerciait, puis ils s'en amenaient un autre, alors rebolote, le chewing-gum, les bas, tout.
Cette euphorie est-elle prématurée? Au passage des Alliés, Cécile Roll-Tanguy sort de l'abri souterrain où elle a passé le temps de l'insurrection et fond en larmes. Ces femmes qui se jetaient sur ceux qui dirigeaient les chars et tout ça, qui les embrassaient à pleine bouche. Mais moi, j'ai pas fait un pas en avant ni en arrière. J'étais plantée là, au bord du trottoir. L'émotion, tout, mais le souvenir de tant des nôtres, de penser à tous ceux que j'avais connus, qui avaient été pour les uns fusillés, pour d'autres déportés. J'avais mon père, on ne savait pas ce qu'il était devenu. On m'avait dit qu'il était mort. Non, c'était pas possible pour moi d'être à la grande joie de tous les Parisiens. Je ressens la même émotion qu'à l'époque, sans doute. Ça m'est resté, c'est ça. Depuis la journée des barricades, les Allemands se sont retranchés dans une dizaine de bâtiments. Au matin du 25 août, alors que les Alliés progressent vers le centre-ville, une longue journée de combat commence. Tout d'un coup, c'est vide, on ne sait pas comment, la foule disparaît, et là, on se retrouve face aux Allemands. Alors que les Américains sécurisent l'est de la ville, presque sans combattre, la 2e DB, épaulée par les FFI, reçoit la mission de réduire les positions allemandes. Toutes sont peu à peu reprises, au prix de plusieurs centaines de morts. C'est violent, c'est dur et c'est bref. Je vois devant moi de la fumée, je l'entends avance, stop, recule. Là, ils étaient très combatifs. Il n'y avait pas de cadeau. Enfin, on n'avait pas du tout l'impression qu'ils étaient prêts à se rendre. Non, ça c'était vraiment la guerre. On les croyait démotivés, mais partout les Allemands résistent. Comme ici, à l'hôtel Majestic, là où se trouvait un mois plus tôt le général von Stülpnagel, l'un des complices de l'attentat contre Hitler. Après 1 heure de combat, les Allemands mettent le feu à leur matériel et se rendent. Mais quelques minutes plus tard, sous l'Arc de Triomphe, l'un d'entre eux n'hésite pas à s'attaquer au commandant Mirambeau, l'une des figures de la 2e DB. Il y avait des prisonniers allemands qu'on venait de faire, qui étaient à côté, qui étaient sous l'Arc de Triomphe avec nous. Et à ce moment-là, il y a un officier allemand qui a sorti une grenade et qui l'a jetée sur nous. Et Mirambeau est tombé à terre, très grièvement blessé, transporté à l'hôpital. Donc vous voyez, il y avait encore des Allemands, alors certainement des nazis, des gens fanatisés, qui veut dire les Français n'ont pas à prendre Paris, ils ne doivent pas gagner. C'est nous qui resterons les patrons de la France et qui seront les maîtres de la France. Les prisonniers allemands payent ce comportement. Après une scène de tir venant des toits, 5 Allemands sont arrêtés place de l'Étoile. Les voici, les mains en l'air, désarmés par un soldat français et privés de leurs chaussures pour les empêcher de fuir. Mais la foule, excédée, exige leur mise à mort. Plusieurs caméramans, dont François Charlet, filment la scène. Il débouche dans l'avenue Frayet-de-Lande, mais complètement encerclé par des femmes, des hommes en furie qui criaient à mort, à mort, à mort.
Le militaire, c'était un tout jeune, avec sa mitraillette, tremblait de tous ses membres. Et il a aligné ces Allemands comme ça, pour discuter. Il s'est retourné vers cette foule déchaînée. Et ça redoublait de à mort. Le militaire a tremblé. Et un à un, il les a tous descendus. Au même moment, à l'école militaire, un autre dérapage. Ce film, tourné par un Parisien, montre des Allemands qui viennent d'être faits prisonniers, selon les lois de la guerre. Mais les minutes qui précèdent, elles, n'ont pas été filmées. Des soldats qui étaient en train de se rendre ont été abattus par les Français. Parmi eux, Bernhard Blache. Quand les premiers coups de feu ont éclaté, je me suis jeté au sol. Je n'avais aucune arme sur moi. Et j'ai fait le mort. Puis, alors que j'étais toujours à terre, j'ai reçu une balle dans la cuisse gauche. Un civil veut l'achever à bout portant. Mais au dernier moment, il est protégé par la Croix-Rouge. Sur le trottoir, on nous insultait, en criant « sale boche, sale boche ». Dans la foule, il y avait des vieilles femmes. La bave leur coulait sur le menton. Elles essayaient de nous cracher dessus, sans y arriver. Après l'euphorie du matin, l'heure de la vengeance. Contre les Allemands et contre leurs collaborateurs français, ceux qui les ont aidés à s'approprier la capitale pendant 4 ans. Depuis son balcon sur le cours de Vincennes, la famille Tonnelier filme des résistants sur les toits. Quand tout à coup éclate une fusillade. Leur appartement est touché par les tirs. Il y a eu un tir qui est rentré dans la pièce et qui a blessé ma mère. On lui a fait un garrot, puis on l'a descendu quand même, il fallait faire quelque chose. Et c'est là qu'en descendant en bas de l'escalier, un certain monsieur, un certain Fifi lui dit « Tendez-la, l'emmenez-la, c'est une collabo. » Pourquoi cette haine et pourquoi... Partout, des habitants se font justice eux-mêmes, en toute impunité et sans preuve. Cible prioritaire, les femmes. Celles qui ont eu des relations avec l'occupant. Regardez ces visages. Pas ceux des femmes, ceux des hommes. Comment expliquer une telle rage ? Odile de Vasselot est résistante depuis 1940. En pleine mission de renseignement au profit des Alliés, elle est arrêtée par erreur par la police et conduite à la préfecture, avant d'être relâchée un jour plus tard. Un type est arrivé, il a craché par terre devant moi, espèce de putain de garce. J'ai eu l'impression qu'on allait me prendre et me fusiller dans un coin. On m'a fait rentrer péniblement dans une cellule où il y avait déjà 16 personnes, assises par terre, le dos au mur en s'appuyant. Il y en avait qui étaient des femmes complètement tondues, rasées, sur lesquelles on avait peint une croix gammée sur la peau du crâne. Il y en a une, oh c'était affreux, elle était rasée et elle nous passait des photos d'elle avec des magnifiques cheveux blonds qui lui tombaient sur les épaules. Elle avait les photos, je ne sais pas pourquoi. Ce jour-là, Henriette Griset est arrêtée dans son appartement par un ami FFI dont elle avait refusé les avances. Il y avait une meute
de mégère et tout, que de oh la collaboratrice, tout ça. Alors ils m'ont emmené à la mairie de Montreuil, et puis cet andouille là, excusez-moi il m'a coupé, enfin pas beaucoup, mais ils m'ont quand même coupé un petit peu les cheveux, un petit peu là, puis un petit peu là. Je pense que c'était de la jalousie, parce qu'il m'aimait bien. Évidemment, j'ai préféré un soldat allemand, alors, qu'un Français. Et ça, je crois qu'ils ne m'ont jamais pardonné. Qu'est-ce que faisaient les gens du quartier? Ils m'amenaient des prostituées parce que j'avais couché avec des Allemands pour que je leur donne de les tondre, etc. Moi, ça me répugnait. J'ai dit, laissez-la moi. Et dès que j'étais un peu tranquille avec la fille, il y avait un escalier service, je lui ai dit, allez, dépine-toi. Ce phénomène immonde de la dénonciation, bien entendu, il a eu lieu. Ça me semblait absolument minable, effrayant. J'ai vu des gueules de type ensanglantés, j'ai vu qu'ils ont été tabassés, peut-être torturés, et ça m'a vraiment répugné. Il y a eu des assassinats, il y a eu toute une partie monstrueuse, mais que nous occultions, ou plutôt nous considérions comme des phénomènes secondaires, comme on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ce sont les excès qui arrivent à un moment donné où une société est privée de loi. À ce moment-là, aussi bien des forces généreuses se manifestent que des forces infâmes. Règlement de compte d'un côté, crimes de guerre et crimes contre l'humanité de l'autre. Jusqu'au 25 août, les nazis, notamment les SS, commettent leurs atrocités. 11 prisonniers abattus à Romainville. Plusieurs dizaines d'otages torturés et assassinés au château de Vincennes. 35 résistants tombés dans un piège et fusillés au bois de Boulogne. 6 résistants exécutés dans les jardins du Luxembourg. Ici, à Ouassery, à l'est de Paris, les SS ont enfermé dans une grange des dizaines de résistants blessés et y ont mis le feu, comme à Oradour 2 mois plus tôt. Jusqu'au bout, ils ont déporté des juifs et des résistants. L'un d'entre eux, Guy Flavien, 24 ans, a lancé en gare de Pantin un billet à destination de sa famille, alors qu'il était emmené vers le camp de Buchenwald. Quittez Fresnes aujourd'hui pour destination inconnue. Merci, Colis Nourriture. La semaine s'est bien passée et le moral est bon. À bientôt. Très affectueux baiser. Une surprise pourtant, et de taille. Après une semaine d'insurrection, Paris n'est pas détruit. Voici le général von Choltitz, le terrible destructeur de villes, beaucoup plus hésitant et même louvoyant que prévu. Il s'est rendu à la 2e DB et il est transféré à la gare Montparnasse. C'était pas l'officier allemand, vous savez, type très rigide et très fier qu'on a l'habitude de voir en image. C'était un petit rondouillard bedonnant, pétant de trouille. Il avait un air un peu hagard, un peu très défait. On le comprendra plus tard. Le général, qui redoutait des représailles contre sa famille en Allemagne, a fait mine de se battre et de résister, tout en préparant sa reddition et celle de la garnison allemande. Est-ce par humanité qu'il a épargné Paris? Aujourd'hui, son fils voudrait le croire.
Dès sa rencontre avec Adolf Hitler, il savait qu'il ne détruirait jamais Paris. Il aimait Paris. En 1932, déjà, il avait effectué son voyage de noces à Paris avec ma mère. Et pour lui, à la fin de la guerre, il n'y avait aucune raison de prendre la responsabilité de brûler une ville de telle renommée mondiale. Pour lui, c'était absolument impensable. Ça aurait servi à quoi de raser Paris, la plus belle ville du monde? Et si, plus simplement, à l'approche de la fin de la guerre, le général avait craint de passer en cour martiale et d'être fusillé par les Alliés? Ainsi se termine une folle semaine, celle de l'insurrection parisienne, la seule véritable révolte populaire de l'année 1944. À l'hôtel de ville, le général de Gaulle est accueilli par les insurgés qui, une semaine plus tôt, y avaient réinstallé la République. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France. Il parlait bien. Parce qu'il n'avait pas prévu de notes, alors il parlait. C'était l'homme qui parlait avec son cœur et c'est formidable. Il était très bien dans son rôle. Oui. C'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Ce qui m'impressionnait, c'était quand même cette foule ardente qui hurlait son nom et qui était acclamé vraiment comme un sauveur. Alors on a ouvert la fenêtre pour que De Gaulle puisse saluer la foule. Quatre mois après la visite de Pétain, les Parisiens acclament De Gaulle. Le lendemain, 26 août, ils sont plus d'1 million aux Champs-Élysées. 10 fois plus nombreux que pour le maréchal. Question, s'agit-il de la même foule? Sans doute pas, estiment aujourd'hui la plupart des historiens. Écoutez pourtant ce qu'en dit le résistant Edgar Morin, qui se trouve ce jour-là dans le cortège. La France qui était pétino-gaulliste est de moins en moins devenue pétiniste et de plus en plus gaulliste, puisque Pétain était supposé être le bouclier et De Gaulle le glaive. Mais quand le bouclier s'est complètement effrité, ou le pseudo-bouclier, et que l'heure du glaive est arrivée, il est évident que la même foule qui avait applaudi Pétain a applaudi De Gaulle avec non moins de sincérité. Au début, il faut dire qu'on était quand même assez pétiniste, hein, je crois. La plus grande partie de la population. Mais après, pas du tout. Hein. On n'avait qu'une idée, c'est que de la libération, de tout changer, de tout refaire une France nouvelle. Une France qui redevient elle-même et peut enfin se tourner vers l'avenir. Comme le ressent ce jour-là cet adolescent de 14 ans, Gérard Warter. C'était une autre ville en réalité. Une autre ville, une autre atmosphère. On peut presque dire que la population avait changé également. Avant, c'était une population complètement froide, neutre, transparente, pressée, alors que là, en fait, on voit les gens qui commencent à s'ouvrir, à manifester, à faire preuve de gentillesse. On redevient soi, peut-être même le balancier part-il un peu trop loin de l'autre côté, c'est possible. C'est-à-dire que les gens
étaient devenus plus exubérants que ne le sont les Parisiens d'habitude. Ça a été le commencement de la vie, quoi. On avait l'impression que tout d'un coup, la libération était un signal qu'il fallait se décider de faire quelque chose. On avait 15 ans, 16 ans, la vie allait commencer, qu'est-ce qu'on va faire plus tard? Qu'est-ce qu'on va faire plus tard? La libération de Paris aura changé leur vie. Charles Pégulu de Rovin, l'homme à la mitraillette, s'engagera dans la 2e DB. Avec Alain Raphaël et Gérard de Schonack, il poursuivra l'armée allemande jusqu'au nid d'aigle d'Hitler à Berchtesgaden. Le colonel Henri Roll-Tanguy, chef des FFI, sera intégré à la première armée française du général de Lattre, avant d'être nommé gouverneur de Coblence en Allemagne occupée. Accompagné de sa femme Cécile, il y restera 1 an, non loin du général von Schultitz. Après sa captivité en Angleterre, le général terminera sa vie à Baden-Baden, où il mourra avec la conviction d'avoir sauvé Paris. Devenu banquier, puis acteur, Claude Rich jouera le rôle du général Leclerc dans le film « Paris brûle-t-il ». Edgar Morin s'éloignera du Parti communiste avant de devenir un sociologue mondialement célèbre. L'écrivain Roger Grenier sera l'un des piliers des éditions Gallimard. Quant aux anonymes, ils reprennent le cours de leur vie. Georges Marcelet deviendra comédien, puis ingénieur, puis chef d'entreprise. Comme ses camarades de la 4e division d'infanterie, l'Américain Jack Porte reviendra régulièrement en France pour commémorer le débarquement et la libération de Paris. Il recevra la Légion d'honneur. Les vaincus, eux, tenteront de rebâtir leur vie sur les décombres. Bernard Blareux, le poseur d'explosifs, sera commissaire de police. Friedrich Scheft, l'un de ceux qui ont participé à l'attentat contre Hitler, créera un magasin de mode à Göttingen. Hans Albrecht, l'amoureux de Fernande, sera instituteur. Plus troublée que tous les autres, peut-être, Henriette Griset, la jeune ouvreuse du Lido qui aimait les Allemands, fréquentera un Américain à la Libération, puis se mariera avec un Français dans les années 50.